Dans les annales de l'histoire navale, de nombreux navires ont été perdus au combat, plus particulièrement et de façon plus extraordinaire, les cuirassés. Je veux dire, regardez le champignon atomique que le cuirassé japonais Yamato a créé. Cependant, il n'y a eu que quelques cas dans l'histoire où des cuirassés ont été coulés au combat tout en étant filmés en mer. Il s'agit du cuirassé austro-hongrois Szent István en 1918 et du cuirassé britannique HMS Barham en 1941. Ces deux cuirassés ont été perdus à cause de torpilles. Dans le cas du Barham, un U-boat, dans le cas du Szent István, un torpilleur italien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner deux des naufrages les plus intéressants de l'histoire mondiale. En commençant par le HMS Barham, sans doute le navire le plus célèbre de cette liste à l'échelle mondiale en raison du film de sa perte au combat. Fin 1941, la bataille faisait rage en Afrique du Nord entre les forces alliées et celles de l'Axe. La flotte méditerranéenne, bien que meurtrie et éprouvée par l'évacuation de la Crète, les opérations de convoi vers Malte et le soutien aux forces terrestres alliées sur le continent africain, la flotte soutenait les forces terrestres à la fin du mois de novembre, alors que des convois italiens se dirigeaient vers l'Afrique du Nord, avec des approvisionnements pour l'Africa Corps de Rommel et d'autres soldats de l'Axe. La force K de Malte, composée des croiseurs Aurora, Pénélope et des destroyers Lance et Lively, ainsi que la force B d'Alexandrie, composée des croiseurs Ajax, Neptune et des destroyers Kimberley et Kingston, appareillèrent pour affronter les forces italiennes. Le 23 novembre, la force K intercepta et coula le convoi italien le 24 novembre. Cependant, Vincent P. O'Hara, dans son livre The Struggle for the Middle Sea, The Great Navies at War in the Mediterranean Theater, 1940 à 1945, dit ceci. Le risque impliqué dans chaque sortie fut démontré 2 jours plus tard. L'amiral Cunningham, pressé par Churchill, qui avait télégraphié en tant que commandant naval le 23 novembre, arrêter ces navires peut sauver des milliers de vies, en plus de contribuer à une victoire d'importance capitale, avait appareillé avec la flotte méditerranéenne pour soutenir d'autres sorties de la force K et de la force B. La flotte méditerranéenne était sortie en force, incluant les cuirassés Queen Elizabeth, Valiant et Barham. Tandis qu'une menace pour les cuirassés rôdait sous les vagues, sous la forme d'un U-boat allemand, le U-331, commandé par Hans-Dietrich von Tiesenhausen, les U-boats allemands en Méditerranée s'avéraient être un problème tout comme dans l'Atlantique, avec leur introduction en septembre et des renforts en novembre 1941. Coulant des navires de guerre majeurs comme le porte-avions HMS Ark Royal alors qu'il aidait à livrer des Hurricanes à Malte plus tôt en novembre. Von Tiesenhausen était un marin expérimenté, ayant participé à de nombreuses patrouilles de U-boats dans l'Atlantique. Cependant, le U-331 était son premier commandement, et il avait effectué plusieurs patrouilles précédentes avec le U-331 avec peu de succès. Cette patrouille la plus réussie pour von Tiesenhausen commença depuis l'île grecque de Salamine, où le U-boat avait subi quelques travaux et se dirigea vers le sud en direction de la côte nord-africaine, où le U-331 fut informé de la sortie de la flotte méditerranéenne depuis Alexandrie et de leur intention de soutenir la perturbation des convois italiens. Pendant plusieurs jours, le sous-marin manœuvra tandis que des destroyers passaient au-dessus, jusqu'au début de l'après-midi du 25 novembre, quand un avion italien survola alors que le U-boat faisait surface à 14 heures. Une faible fumée pouvait être aperçue à l'horizon. Et à 14h41, des destroyers et 3 cuirassés pouvaient être distingués. Alors que la distance diminuait entre le U-331 et les navires britanniques approchant, von Tiesenhausen ordonna à son sous-marin de plonger et commença à manœuvrer à travers l'écran de destroyer quand à 16h20, le moment de maintenant ou jamais arriva et von Tiesenhausen dut choisir un cuirassé sur lequel tirer. Le premier, il ne put atteindre une position de tir. Alors il tourna son attention vers le second et tira une salve de torpilles, dont 3 frappèrent le HMS Barham. Le U-331 fut pris sous le feu et forcé de plonger en catastrophe à une profondeur bien au-delà de ce pourquoi il était conçu et survécut aux dommages. Von Tiesenhausen continuerait à effectuer d'autres patrouilles jusqu'à ce que le U-331 soit coulé en novembre 1942. Survivant au naufrage de son U-boat, le Barham, le 25 novembre 1941, en revanche, ne survivrait pas. Le Queen Elizabeth, le Barham et le Valiant naviguaient en formation en ligne de file à une vitesse de 17 nœuds en zigzagant.
Les cuirassés avaient une escorte de destroyers qui était censée protéger contre les attaques de sous-marins. L'écran ne détecta pas le U-331 quand 3 torpilles frappèrent le Barham très près les unes des autres. Si près que certains pensèrent qu'il s'agissait d'un seul gros impact. Il n'y eut pas de temps pour des manœuvres d'évitement, l'officier de quart du Valiant ordonnant la barre à bâbord tout en réalisant que le cuirassé avait été touché. Avec un navire aussi vieux que le Barham et le peu de modernisation, il n'est pas surprenant que le Barham commençât à agiter sur bâbord très rapidement. Tellement qu'il avançait encore alors qu'il continuait à chavirer. Alors que le navire continuait à gîter et que son équipage essayait de passer par-dessus bord, le Barham explosa violemment, projetant hommes et métal dans les airs pour les faire retomber dans la mer. Probablement, nous ne connaîtrons jamais les détails exacts de l'explosion. Se tournant vers British Battleships 1906 à 1946, le docteur Norman Friedman discute du rapport officiel de l'amirauté. Les torpilles frappèrent entre la cheminée et les tourelles arrière, causant une gîte rapide du navire. 4 minutes après les impacts, avec le navire sur le flanc, il y eut une forte explosion, probablement entre les soutes X et Y. La commission d'enquête conclut que les torpilles avaient défoncé le flanc du navire, causant une inondation si rapide qu'il gîta rapidement à 40 degrés, marqua une légère pause, puis chavira. La commission ne put être certaine de la cause de l'explosion, mais suggéra qu'elle était due à un incendie qui avait commencé dans la soute à munitions de 102 mm bâbord, qui s'était propagé à la soute adjacente de 381 mm. Au moment où le navire explosa, il avait déjà chaviré. L'officier de quart sur le Valiant voisin déclara que tous les observateurs s'accordaient à dire qu'il y avait eu 3 explosions, une puis 2 en succession rapide, tout au milieu du navire entre la cheminée et le mât principal. L'opinion générale à l'époque était que la grande explosion était la soute de 152 mm plutôt que A ou B, car le centre de l'explosion était en arrière de la passerelle. L'officier pensait que c'était en avant des soutes X et Y. L'officier de direction de tir du Barham ressentit 3 explosions de torpilles et une 4e par le travers du mât principal, selon le témoignage du lieutenant Wolf, un survivant. Au moment de la première explosion, j'étais juste à l'extérieur de mon bureau, qui était sur le côté bâbord du pont de direction de tir. C'est le premier pont au-dessus du pont des embarcations sur la structure de la passerelle. Comme je quittais le bureau, je faisais face à l'avant et j'ai vu l'éclair de l'explosion, qui semblait être immédiatement au-dessus de la cheminée. Après une légère pause, 2 autres explosions se produisirent, toutes 2 légèrement plus vers l'arrière. Je traversai immédiatement vers le côté tribord, où une foule se rassemblait déjà sur le pont supérieur, et donnai mon canif à un officier marinier qui essayait de détacher 2 radeaux carrelés qui étaient arrimés au bas de l'échelle menant au pont des pompons. J'allai rapidement à mon bureau chercher mon Burberry, un grand par-dessus, puis retournai du côté tribord avec quelques difficultés, car il y avait déjà une gîte appréciable. Je descendis sur le pont supérieur, où l'équipage passait déjà par-dessus bord. Je criai à tous ceux près de moi de suivre leur exemple, assez inutilement car il y avait peu de panique, et les hommes ne perdaient pas de temps. La gîte augmentait régulièrement, et comme tout le monde autour de moi était par-dessus le garde-corps, je passai aussi au niveau de l'extrémité avant de la passerelle et glissai jusqu'à la quille de bouchin. Maintenant elle chavirait vite, et j'atteignis le fond du navire, maintenant un mur presque vertical ici. J'hésitais en raison de la difficulté à garder mon équilibre, parce que le saut final semblait hasardeux, avec le fond venant à ma rencontre. C'est alors qu'une grosse explosion eut lieu à l'arrière, et le navire bascula si rapidement que je fus projeté en arrière dans l'eau avec beaucoup d'autres. Après avoir été aspiré vers le fond, nous finîmes par remonter à la surface, et je nageai vers un radeau carrelé qui apparut à portée de main. Toute trace du navire avait disparu. J'abandonnai mon Burberry, gonflai ma ceinture de sauvetage, et me tins aux côtés d'un radeau avec beaucoup d'autres, jusqu'à être récupéré par le HMS Hotspur 1 heure plus tard. Comme nous l'avons vu, la perte finale du navire, tout capturé sur film, en fait un récit uniquement tragique. Sur son nombreux équipage, 862 hommes furent tués. Parmi ceux-ci, il y avait 56 officiers et 806 matelots, tandis qu'environ 400 furent sauvés. Le SMS Szent István était un cuirassé dreadnought de la classe Tegethoff de la marine austro-hongroise. C'était l'un des plus récents navires capitaux de la flotte,
entrée en service fin 1915. Fin 1918, la flotte de surface austro-hongroise avait vu peu d'action. Elle restait largement confinée à sa base de Pola en raison de la pression navale alliée et de la menace des sous-marins et des mines. Début juin 1918, cependant, la flotte se prépara pour une sortie majeure. L'objectif était d'attaquer le barrage d'Otrante allié, un système de patrouille et de filets. Ce barrage était destiné à empêcher les sous-marins austro-hongrois d'entrer en Méditerranée. Le soir du 9 juin 1918, le Szent István quitta Pola dans le cadre de cette opération, naviguant aux côtés du SMS Tegetov avec des escortes de destroyers et de torpilleurs. Durant le transit nocturne vers le sud le long de la côte d'Almat, le Szent István connut des difficultés mécaniques et peina à maintenir la vitesse de formation. Ces chaudières produisaient une fumée excessive qui augmentait leur visibilité et compromettait la tentative de secret de la force. Aux premières heures du 10 juin 1918, près de l'île de Premuda, deux vedettes lance-torpilles italiennes MAS, le MAS 15 et le MAS 21, rencontrèrent la formation austro-hongroise. Ces petites embarcations étaient commandées par Luigi Rizzo, un officier expérimenté déjà connu pour des succès antérieurs. Passé 3 heures du matin, le MAS 15 s'approcha à courte portée et lança 2 torpilles sur le Szent István. Les 2 torpilles frappèrent le cuirassé sur le côté tribord, dans la zone des chaufferies. Les explosions causèrent une inondation immédiate, coupant d'alimentation électrique, entraînant une perte rapide de pression de vapeur. Le navire développa bientôt une gîte importante sur tribord, alors que l'eau se répandait dans des compartiments qui manquaient de subdivision suffisante. Des efforts de contrôle des avaries furent initiés, incluant le contre-ballastage et des tentatives de contrôler la gîte, mais ces mesures s'avérèrent inefficaces. Une tentative fut faite de remorquer le Szent István en utilisant le Tegetov, mais l'inondation continua à s'aggraver. Alors que la gîte augmentait, l'eau entrait par des ouvertures près de la ligne de flottaison, accélérant davantage la perte de stabilité. Avec une capacité de pompage réduite en raison de la pression de vapeur défaillante, l'équipage fut incapable d'arrêter l'inondation progressive. Juste avant 6 heures du matin, après plusieurs heures de lutte, le Szent István chavira et coula. La nature lente du naufrage permit à la plupart de l'équipage d'abandonner le navire, mais 89 officiers et hommes furent tués, principalement ceux piégés sous les ponts. Le naufrage fut filmé par une caméra embarquée, tirée de Tegetov classe Austria-Hungary Dreadnoughts 1909 à 1925 par Ryan Nopen. À 5h38, l'eau avait atteint le pont supérieur et l'ordre d'abandonner le navire fut donné. L'ordre d'abandonner le navire condamné avait été donné tandis que Moll, un sous-officier, avait lutté pour s'échapper de l'enfer obscur d'en bas. Alors qu'il émergeait sur le pont incliné, la plupart de l'équipage déjà là avait sauté dans les eaux froides autour de la coque chavirante du navire. Suivant son instinct, Moll grimpa plus haut sur les flancs du navire avec ses pieds nus. Alors que le navire commençait à chavirer, alors que la vitesse du roulement de la coque augmentait, Moll courut et glissa, se coupant sur les organismes marins tranchants de la coque. Alors qu'il tombait finalement dans la mer au milieu de la structure en train de couler du navire, la moitié de ces hommes s'étaient soit perdus dans l'intérieur sombre du navire, soit n'avaient tout simplement pas pu s'échapper avant que le navire ne commence à chavirer. Alors que Moll nageait, il pouvait voir le commandant du navire et les autres officiers d'état-major alors qu'ils étaient projetés des niveaux supérieurs dans la mer. Ce qui avait été récemment une eau calme était maintenant agitée et violente, alors que le navire chavirait finalement. L'eau s'échappant des évents du fond de la coque rendait difficile pour Moll de s'éloigner à la nage, et avec d'autres survivants, il fut ballotté dans les eaux agitées. Mais alors que le navire se stabilisait dans sa nouvelle position chavirée, la mer se calma brièvement, et Moll découvrit qu'il n'était qu'à 10 mètres d'une embarcation du navire. Heureusement, le dreadnought retourné gisait calmement avant sa plongée dans les profondeurs. Alors qu'il flottait pendant 5 minutes, Moll fit son évasion, sachant que quand le navire coulerait finalement, il essaierait d'aspirer les hommes dans l'eau avec lui. Ce sont les cuirassés capturés par la caméra coulant en mer. Faites-moi part de vos réflexions concernant leur perte et les images. Les images peuvent être fascinantes d'une manière sombre. Être témoin de la perte de vie dans le cas du Barham est particulièrement frappant, tandis que le Szent István, bien qu'également tragique,
impliqua moins de victimes. Merci d'avoir regardé et veuillez envisager d'aimer et de vous abonner car cela aidera la chaîne à grandir. Jusqu'à la prochaine fois mes amis, passez une excellente semaine.